Il est de ces êtres qui savent rendre accessible ce qui, croyait-on, ne l'était pas. Ainsi, Reinhard von Nagel, facteur de clavecin, que l'on pourrait croire alors homme du passé, n'a-t-il qu'une obsession, faire revivre le clavecin pour le mieux faire connaître et aussi l'intégrer dans notre époque sans rater l'occasion de tordre le cou à certaines idées reçues. Moi, j'ai encore vu dans les rues de Paris fleurir des grandes affiches annonçant les concertos pour 1, 2, 3, 4 pianos de Jean-Sébastien Bach. Or, Jean-Sébastien Bach a vu le premier piano quelques mois avant sa mort. Donc, il n'a jamais écrit pour 4 pianos. Ça, c'est une espèce de perversion qui s'est faite parce que les éditeurs avaient besoin d'éditer et parce qu'il n'y avait plus de clavecin. Et l'on apprendra aussi que, contrairement à ce que l'on pourrait croire, si Reinhard von Nagel s'est intéressé au clavecin, ce n'est pas la musique qui en fut la cause première. On peut imaginer que le seul fil rouge qu'il y a dans ma vie, c'est peut-être l'odeur du bois. C'est plus le bois que la sonorité ou que l'instrument lui-même? Alors la sonorité, tout le monde m'en parle, on me dit est-ce que vous n'avez pas eu peur de vous lancer dans le clavecin, la musique, etc. Parce que les gens savent que j'ai jamais mis les pieds dans un conservatoire avant d'être enseignant dans un conservatoire. Eh bien non, parce que je viens d'un monde où la musique fait partie de la respiration. Or vous commencez à respirer dès le moment de votre naissance. D'ailleurs, vous émettez un son à ce moment-là, vous criez. Et si vous ne criez pas, on vous fait crier. C'est la première manifestation musicale d'un être qui naît. Et le fait de faire de la musique est, à mon avis, une des activités les plus naturelles et les plus élémentaires d'un être humain. Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé, tout d'un coup, la rencontre avec l'envie de redonner vie au clavecin, de lui redonner ses lettres de noblesse aussi, quelque part? Après beaucoup de pérégrinations qui m'ont mené à la Sorbonne, etc., je me suis trouvé dans les années 60, début des années 60, à la tête d'une petite menuiserie de quartier à Saint-Germain-des-Prés. Et puis, comme dans tout beau parcours, les rencontres, un jour, sont décisives. Comme sa rencontre avec Hubert Bédard et William Dodd, sans qui l'aventure n'aurait pu commencer. Mais écoutons plutôt. Hubert était effectivement une espèce de, je dirais presque missionnaire de l'histoire du clavecin. Pourquoi ? Parce que l'Europe avait complètement occulté le clavecin. La redécouverte du clavecin, de l'art de faire des clavecins, est partie d'Amérique. Ça s'est fait à l'ombre de l'université de Harvard par deux jeunes fous. Il s'agit de Frank Hubbard et son associé William Dowd, avec lequel moi j'ai eu la chance de m'associer en 1971-72 et nous sommes restés ensemble pendant une petite quinzaine d'années. Ça a très très bien marché. Ça a très très bien marché. Et c'est là où a commencé une espèce de donnant-donnant. Mon associé William Dowd, qui avait une connaissance encyclopédique, donnait tout. Et nous, par nos connaissances du travail du bois, on a pu apporter beaucoup à ces intellectuels américains qui étaient diplômés de l'université de Harvard, mais qui ne savaient pas se servir d'un ciseau à bois comme nous, par exemple. Et nous avons vraiment fait évoluer les pratiques du métier par ça. Mais pour faire évoluer les pratiques du métier, il faut d'abord en connaître l'origine. Le premier geste qui a été fait par des mains humaines pour arriver à ce clavecin, ce premier geste a été fait il y a 2 siècles. Donc les arbres, notamment les épicéas dont nous avons besoin pour nos tables d'harmonie, ont été plantés il y a 2 siècles. Eh bien, une fois que les bois sont ici, on va les mettre en œuvre en faisant la caisse, mais on peut simultanément travailler sur les claviers. C'est ainsi que ces claviers que Thierry va terminer ont été mis en œuvre par Guillaume. Au fond, les gestes qui ont été faits pour faire cet ouvrage-là, ces gestes sont au fond un langage. Et ce langage est compris par tout le monde dans l'atelier. Alors voilà une table d'harmonie qui n'a pas encore été affinée.
celui qui va faire le prochain clavecin va la mettre en forme et va l'affiner. Ici, il va aller à 2,4 mm à peu près. Là, il va la laisser à 3,5, etc., etc. D'où vient leur sonorité particulière, la sonorité des clavecins? De la table d'harmonie qui est très très fine, donc elle répond très spontanément. Le son explose, contrairement au piano, par exemple, qui a des tables d'harmonie de 12 mm d'épaisseur, où l'inertie fait que le son dure beaucoup plus longtemps. Dans le clavecin, ça chute très rapidement. Et cette sonorité particulière, c'est le travail de l'harmonisation. Il y a toute la mécanique qui est là, qui est préparée, mais maintenant, il faut faire la dernière retouche. Et ça, c'est un travail qui demande beaucoup de concentration et une implication. J'ai failli dire du courage. Parce que chaque bec que vous taillez, c'est un jugement que vous émettez. Et ce jugement est forcément personnel, subjectif. Et ça, c'est un domaine où l'artisan qui vit dans un monde de certitude s'approche de l'artiste qui, lui, est toujours dans un monde de doute. Et là, nos deux cheminements se rapprochent. Alors, je commence par donner une petite clé d'accord, coup de clé d'accord. Contrairement à ce que les gens croient, l'oreille est un organe d'une précision extrême. Seulement, il faut l'entraîner. C'est du vinaigre. Hein. Là, c'est de la crème anglaise. Là c'est du vinaigre, mais ce vinaigre, on va le combiner selon une vieille recette de ma grand-mère qui mettait un peu de sucre dans le vinaigre pour faire les cornichons. Alors, le sucre, il est là, c'est une quinte pure. Alors, cette tierce majeure, on la combine avec le sucre de la quinte pure. On a ça. C'est très tendu, mais on ne mangera pas seulement de la crème anglaise, on mange aussi une vinaigrette. La vinaigrette, elle est là. Partant du principe que celui qui meurt sans avoir transmis est un voleur, la fierté de Reinhard von Nagel, ce sont les jeunes artisans qui travaillent avec lui. Guillaume, je vais vous avouer quelque chose que je lui ai jamais raconté. J'ai failli ne pas le prendre parce que un jour, lorsqu'il est venu se présenter, nous allions sortir tous les deux, il est sorti devant moi. Et je me suis dit, oh là là, il n'a pas l'éducation requise pour un métier aussi noble que le nôtre. Je me suis félicité 1000 fois depuis de ne pas avoir donné suite à cette pulsion-là. Et je ne lui ai jamais raconté. Ouais. Il a fallu 12 ans pour que vous me disiez ça. Il m'a fallu 12 ans pour digérer le fait que vous êtes passé devant moi dans la porte. Depuis, je fais très attention. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là, par exemple ? Alors là, je travaille sur des claviers. Donc, c'est un clavier qui est brut de machine, finalement. Donc, il y a toute une finition à la main à effectuer dessus pour donner des écarts réguliers entre les touches. Puis, un aspect esthétique, bien sûr. À partir de quel moment on sait que c'est parfait, enfin que c'est comme ça doit être ? Alors, je pense que ça sera jamais parfait, mais je pense qu'on travaille beaucoup à l'instinct finalement. On finit par savoir certaines choses, mais on ne sait pas trop pourquoi finalement. Vous aussi, Reinhard ? Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ça vraiment le métier. Je m'observe même à faire des gestes sans même vraiment savoir rationnellement ce que je fais. C'est tout simplement un deuxième niveau de savoir-faire. Reinhard, vous me disiez tout à l'heure que le plus important pour vous, c'était eux, ces 3 jeunes gens qui sont avec vous. Oui, ce dont je suis le plus fier, c'est d'avoir donné à ce métier un haut niveau de professionnalisme, là où il y avait la menace de l'amateurisme. Alors ce Vincent-là a une histoire.
Il m'a cassé les pieds pendant des semaines et des mois en me téléphonant. Oui, je veux devenir apprenti. Alors, au compte-gouttes, j'ai compris que monsieur avait déjà un métier, puisqu'il était pompier de Paris. Et le voilà qui veut devenir facteur de clavecin. Donc, j'ai beaucoup hésité. Et puis finalement, je crois qu'il m'a eu à l'usure. Et je dis, bon, ben écoutez, puisque c'est comme ça, commencez. C'est après que j'ai compris pourquoi il voulait être facteur de clavecin. Et en fin de compte, c'est au fond la plus belle motivation qu'on puisse avoir pour exercer un métier. Il a une petite copine ravissante qui joue du clavecin. Le fait de vouloir apprendre ce métier est une des plus belles déclarations d'amour qui soit. Est-ce que je me suis trompé? Non, pas du tout. Ah, Mon Anne-Lison. serait-ce la relève, Reinhardt? Mais Ça, c'est la oui, relève. si vous avez suffisamment de patience, oui, c'est la relève. Ce sont mes deux enfants les plus jeunes. C'est Lucas à gauche et Anne-Lison qui commence à jouer très joliment du clavecin. Ça fait longtemps que vous apprenez le clavecin, Anne-Lison? Depuis le CP, on va dire. Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'apprendre? J'aimais bien le son quand même et puis j'avais envie d'apprendre en fait. Pour moi, c'est un bonheur indescriptible de voir leur fonctionnement avec le métier. Alors Lucas, qui est ici, lui, il vient à l'atelier pour balayer. Alors il balaye l'atelier mieux que quiconque. Hein, Lucas? Souvent, les apprentis commencent leur activité d'apprenti en balayant l'atelier. Eh bien, Lucas et Anne-Lison, cette phase-là, ils la maîtrisent déjà à la perfection. Bon, tout ce qu'ils ont à apprendre maintenant, c'est de faire les caisses, les claviers, les cordes, accorder les clavecins, etc., etc. Mais ça n'est plus rien maintenant. Le plus important, c'est fait. Ils savent balayer l'atelier et ils savent jouer du clavecin. Je peux rejouer le même morceau? Tu sais, il est beau. Et les beaux morceaux, on peut les entendre 100 fois. Et c'est aussi simplement que se transmet le savoir, sans tambour ni trompette, inutile de le préciser.